Mesdames, Messieurs, chers collègues, je remercie le Collège Belgique et Madame Simoun de m'avoir donné l'occasion de vous donner un exposé sur la consultation de portail qui concerne la santé. Beaucoup de choses ont changé depuis 20 ans. On n'en est plus à la consultation où le patient arrivait avec des coupures de journaux ou avec des extraits du Larousse, mais non, on arrive maintenant avec un dossier rassemblé sur Internet. Il nous a semblé intéressant de faire le point dans ce domaine qui est fort en mouvement, mais qui présente également des opportunités positives. Dans un premier temps, après l'introduction, nous allons évaluer les raisons qui motivent la visite de portail santé. Après ça, nous en arriverons à savoir comment on arrive sur ces portails. Nous analyserons la qualité des sites web. Nous ferons le point sur la précision des diagnostics des médecins. Nous aborderons quelques aspects fâcheux des consultations de l'Internet, son impact éventuel sur la santé, avant de conclure. Premier point, l'accès à l'information. Cette diapositive vous montre le pourcentage d'individus qui n'ont jamais utilisé Internet. Et vous voyez qu'en 2008, 27% de la population belge n'avait jamais utilisé Internet, alors que 8 ans plus tard, en 2015, ce chiffre est tombé à 12,6%. Ce qui est interpellant, c'est qu'il existe apparemment un plateau depuis 5 ans. Donc depuis 5 ans, on reste à un chiffre qui se situe vers les 12 à 13% d'individus qui n'ont jamais utilisé Internet. Ce qui est rassurant, c'est que la disparité entre les genres est en disparition complète. Donc on est devant un phénomène où on a accès à plus de connaissances, ce qui peut être valorisant et ce qui pourrait éventuellement aussi favoriser l'autonomie et une décision plus éclairée. Il y a donc ce qu'on appelle une fracture digitale avec des personnes qui ont plus facilement accès aux connaissances que d'autres. Et logiquement, la tranche d'âge qui se situe entre 55 et 74 ans, plus âgés, a moins accès à un ordinateur que la tranche d'âge entre 16 et 24 ans, mais notez bien que même dans cette fraction de 16 à 24 ans, il y a encore 14% de personnes qui n'ont pas utilisé d'ordinateur durant les 3 mois écoulés. Autre raison pour laquelle il y a moins d'accès pour certains à l'Internet, c'est le niveau d'éducation formelle. Par éducation formelle élevée, on comprend les personnes qui ont un diplôme supérieur à celui de bachelier, alors que le niveau faible correspond à les personnes qui ont un niveau d'accès aux études inférieures jusqu'à les moyennes inférieures. Et vous voyez que un niveau d'éducation faible est associé à une moindre utilisation de l'ordinateur aussi. Autre phénomène aussi, bien sûr, c'est le niveau des revenus. Avec un niveau de revenus plus élevé, l'accès à l'Internet est meilleur qu'avec des revenus faibles. Signalons aussi qu'il existe un phénomène de rattrapage parmi les personnes plus âgées. Ils utilisent de plus en plus l'Internet à l'heure actuelle. Et si on a accès à l'Internet, pratiquement 80 à 90% des personnes recherchent aussi
de l'information sur la santé. Il faut dire ici que l'information médicale comme telle a fort augmenté durant les dernières années. Ceci vous montre une peinture de Picasso, peinture qui a été effectuée en début des années 1900. Il faut dire que depuis 50 ans plus tard, les connaissances médicales ont doublé. Donc entre 1900 et 1950, doublement des connaissances médicales. Et ce doublement des connaissances médicales se fait actuellement tous les 2 à 3 ans. Tous les jours, il y a pratiquement 3000 nouvelles publications dans le domaine biomédical. Il nous est actuellement impossible de pouvoir accumuler avec notre cerveau humain toutes ces nouveautés. Alors il y a les gros ordinateurs et des firmes comme IBM avec son système Watson d'intelligence artificielle qui vise à intégrer toutes ces nouvelles données médicales pour rendre l'accès aux informations médicales plus aisé et éventuellement par là aussi améliorer la qualité des soins aux patients. Pour ce faire, IBM utilisait donc toutes les données possibles, mais également des données médicales qui proviennent de gros hôpitaux comme la Cleveland Clinic, le Sloan Kettering Memorial Cancer Center, ACFA et d'autres, pour augmenter leur base de données et dès lors aussi améliorer leurs algorithmes de probabilité via des programmes de régression multiples. Il n'y a pas que IBM, il y a aussi DeepMind Health de Google qui collabore avec le NHS au Royaume-Uni et le King's Cross. Il y a aussi encore Google et son programme Google Inception qui est un logiciel de reconnaissance d'images. Il collecte à peu près 130 000 images de 2030 maladies dermatologiques, ce qui permet d'obtenir un taux de diagnostic précis relativement favorable par rapport à celui des dermatologues. Entre-temps, c'est vrai que ce type d'approche reste utile pour diagnostiquer des maladies rares et pour mieux cibler avec des médications spécifiques le génome de cellules anormales. Alternativement, ce type de programme n'arrive pas encore à prendre en compte suffisamment les comorbidités dont peuvent être atteints les patients. Les standards de diagnostic ne sont pas toujours aussi bien définis qu'on le veuille. Les données qui sont encodées ne sont pas toujours de manière très standardisée. Et aussi, il faut quand même tenir compte du fait que les données qui proviennent de centres renommés ne sont pas nécessairement ceux des hôpitaux publics. Et chaque maladie et chaque patient sont spécifiques. Néanmoins, on a actuellement besoin d'ordinateurs, de grandes bases de données pour pouvoir analyser valablement certains phénomènes. Maintenant, devant cette avalanche de données et cette avalanche d'informations accessibles à tout le monde, des professionnels craignent des embûches. Nous trouvons-nous devant une mine d'or ou bien plutôt devant un terrain miné? D'autres encore ironisent devant cette information médicale qui vient de tous côtés, tant pour les médecins que pour les patients. On pourrait se demander dans quelle mesure pour certains essayer d'obtenir de l'information d'Internet n'est pas comme boire de l'eau d'une lance d'incendie, ne sachant même pas d'où sort cette eau. Nous en sommes
actuellement loin des grandes bibliothèques comme celle du Trinity College à Dublin. Nous en sommes au méga-ordinateur, comme ici à Barcelone, dans la chapelle transformée Torre Girona. On n'est pas encore dans la Sagrada Familia. Et se pose la question, si nous naviguons vers la connaissance ou bien vers Babel, question posée dans le respecté Journal of the American Medical Association, JAMA pour les intimes. Donc, énorme information, non ou très peu régulée, sauf par les GAFAM, GAFAM pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, facile d'accès dans l'immédiat, à peu de frais, mais on est malheureusement dans une société qui a soif d'informations prêtes à l'emploi, ingurgitées de manière indiscriminée, et ça se passe aussi dans le domaine de la santé. Nous allons donc faire de notre mieux pour évaluer la qualité et l'utilité de l'information sur la santé qui peut être acquise par le web. D'abord, pour introduire une petite enquête. Beaucoup de Français ne s'en cachent pas. À la moindre petite douleur ou au moindre symptôme, c'est sur Internet qu'ils vont s'informer. Des fois, j'ai mal à la tête pendant 2-3 jours et puis je vais regarder sur Internet, mal de tête. C'est plus facile, c'est rapide et puis quand on a une bonne lecture, on a une réponse immédiate, je trouve. Avec parfois des résultats inquiétants. Finalement, on a l'impression que c'est un cancer qui nous arrive, qu'il y a un truc qui va pas du tout, donc voilà. Souvent beaucoup de mal, cancer, enfin la totale quoi. Donc je vais chez le médecin et finalement c'est pas grand chose. Donc, première question, quelles sont les raisons qui incitent à visiter un site qui concerne la santé? Et là, nous sommes devant une enquête de la BUPA. BUPA, c'est l'acronyme pour British United Provident Association, qui est une assurance médicale privée qui est devenue internationale. C'est comme par exemple si vous voudriez vous faire traiter dans une clinique de la Harley Street à Londres. Comme vous le voyez, les raisons peuvent être multiples, comme d'abord essayer d'obtenir une information au point de vue de sa santé, encore à l'occasion d'une maladie ou d'un malaise, au moyen d'un analyseur de symptômes, pour compléter les informations reçues du médecin. Autre raison, les expériences d'autres patients, des informations sur les médecins ou sur les hôpitaux, puis encore d'autres raisons moins fréquentes que nous aborderons éventuellement plus tard. Maintenant, devant une situation de malaise inattendue au Royaume-Uni, que fait-on? Et ceci vous montre l'enquête du Daily Telegraph où plusieurs réponses étaient possibles. Il y avait comme possibilité de ne rien faire, d'attendre, d'aller chez le pharmacien pour un avis, de prendre un rendez-vous chez le médecin, de demander l'avis à son conjoint ou sa conjointe, et finalement aller jeter un coup d'œil sur Internet via Google. Et vous voyez qu'il n'y a pas de réponse dominante. Le tout se trouve dans un mouchoir. Mais vous voyez aussi qu'entre la réponse la plus fréquente, aller voir chez Google, et ne rien faire attendre, il n'y a que 15% de différence. Néanmoins, la réponse la plus fréquente était d'aller d'abord jeter un coup d'œil sur Internet via Google. Alors, aux États-Unis,
on est dans une situation différente. La situation médicale n'y est pas la même qu'au Royaume-Uni. Et là, en premier lieu, c'est la facilité d'accès qui va faire qu'on va plutôt sur Internet que de consulter un médecin. En deuxième lieu, le coût est important aux États-Unis. Troisièmement, c'est le manque de temps pour aller chez le médecin qui est important. Et finalement, il y a d'autres raisons qui sont peut-être moins marquées, comme des symptômes embarrassants ou encore le fait d'avoir plus confiance en Internet qu'en son médecin. Maintenant, quelles sont les maladies qui sont le plus consultées sur le web? Là, nous avons été prendre des nouvelles du côté de WebMD. WebMD est un portail médical très large aux États-Unis, qui est là tant pour les professionnels que pour le public, d'une fiabilité bonne, quoique financé en partie par l'industrie. Ce site web comprend une encyclopédie médicale, le Medscape. Il est aussi responsable de ce qui est l'équivalent du journal du médecin chez nous. Il publie aussi des revues médicales pour des salles d'attente de médecins, par exemple. Et l'information médicale la plus consultée en 2010 était pour des maladies relativement courantes, comme le zona, des maladies de la vésicule biliaire, la goutte, des hémorroïdes, le lupus, maladie relativement peu fréquente, 4000 nouveaux cas par an en Belgique, des problèmes cutanés, des allergies, des maladies cardiaques, le diabète, le désordre du sommeil. Donc, largement de maladies connues, courantes, relativement bien codifiées. Pour ce qui en est maintenant des recherches qui concernent les traitements et des procédures médicales, rien de très inattendu. En première ligne, des antidouleurs, suivis par des antidépresseurs, le traitement de l'hypertension artérielle, les corticostéroïdes, cortisone, l'hystérectomie, le traitement du diabète, le traitement des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, les antibiotiques, la colonoscopie, les médicaments pour faire baisser le cholestérol. Voilà donc pour WebMD. Et 5 ans plus tard, au Royaume-Uni, 2015, là on consulte pour des douleurs dorsales, pour le suivi de diarrhée, pour la dépression, pour des rhumatismes, la sclérose en plaques, la méningite, les infections à chlamydia, l'ovulation, le lupus, le diabète. Donc la tendance en 5 ans, c'est de s'orienter plutôt à des syndromes moins définis ou vers des maladies où les standards thérapeutiques sont moins définis, où apparemment on est peut-être un peu moins satisfait des effets de la médecine. Alors, quid au niveau des États-Unis, via WebMD, là, 5 ans plus tard, donc en 2015, on se trouve aussi devant d'autres types de recherches qu'en 2010. Là, les recherches les plus fréquentes vont vers la rougeole, la grippe et le vaccin anti-grippe, ceci devant des mouvements anti-vaccination. Alors ensuite, on a l'intersexualité, le syndrome d'immunodéficience active, le sida, la démence à corps de Lewy, qui est une maladie qui partage les caractéristiques de la maladie d'Alzheimer et le Parkinson. Un acteur connu, Robin Williams, en était décédé. Et alors, il y a les problèmes qui concernent l'épuisement professionnel qui devient de plus en plus fréquent. Et alors aussi, la mammographie, où il y a des controverses devant les faux positifs. Donc, on en arrive à penser que
il y a un moindre attrait de WebMD pour la médecine dite classique, on se dirige vers des sujets médicaux et de société qui sont fort médiatisés. On est plutôt devant un phénomène de mode. Maintenant, il y a l'arrivée en force des réseaux sociaux. Là, les patients communiquent via Internet et ils discutent entre eux sur des sujets qui sont avant tout d'abord le cancer, suivi par le diabète, la fatigue chronique et d'autres maladies, mais à fréquence nettement inférieure. Maintenant, comment consulte-t-on le web pour la santé? Le premier moteur de recherche consulté est Google. En 2011 déjà, Google était indiscutablement le moteur de recherche le plus consulté ici en Belgique à raison de 98%. Il y a une discrète chute en 2014. La paire de Google était tombée à 94, plutôt 95%. Ceci au profit de Bing. Bing, l'acronyme c'est B, Bing, I is and not G Google. Bing is not Google, qui en 2014 avait 3% du marché en ce qui concerne les moteurs de recherche. Les autres, comme Yahoo par exemple, ont une part négligeable. Et quand on va pour de la recherche sur des informations médicales, 80% des internautes se dirigent d'abord sur Google, 13% sur des sites déjà spécialisés et 5% sur Wikipédia. Donc Google a été créé en 1998, mais il faut quand même savoir que le premier navigateur, qui est Netscape, date de 1994. Amazon a été créé en 1995 et PubMed date de 1996. Et un des premiers logiciels de messagerie par voie Internet est Eudora, lui, il date de 1988. Donc, on consulte Google et le mot Google vient de Gogol. Gogol correspond à un chiffre qui est de 10 exposant 100. C'est un nombre qui est plus important que le nombre de particules connues dans l'univers, qui est de 10 exposant 80. Et quand on passe sur Google, le plus souvent, on ne consulte que tout au plus 2 pages d'ordinateur et on a tendance à rechercher son information que sur 2 à 5 sites qui se trouvent au-dessus de la première page Google. Et la moyenne de temps consacré à la recherche est de plus ou moins 30 minutes. L'important est d'avoir sa page placée parmi les premiers. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les Search Engine Optimization, SEO, qui tient compte de 200 paramètres de classement. Et là, on tombe dans les compétences d'un professionnel de Google, et ce professionnel de Google ne va pas nécessairement tenir compte de la qualité de la page, ni de son administrateur web, le webmaster, mais aussi de l'apport financier et du nombre de liens hypertextes qui mènent vers la page concernée. Les médias sociaux jouent également un rôle important, tout comme des firmes spécialisées qui visent à vous faire avancer votre site vers des niveaux plus élevés dans la page Google. Il est clair aussi que la popularité d'un site ne corrèle pas nécessairement avec la
qualité. Nous allons donc maintenant, dans un premier temps, donner un petit exemple. Par exemple, vous avez un petit saignement de nez de temps à autre. Vous voyez ici la page et premier point, le nombre de résultats, le nombre de fois qu'une page cite saignement de nez est de 359 000. Et alors, première surprise, à la une, au milieu de la page, saignement de nez faisant le jeu de la tomate. Ce jeu de la tomate, c'est un jeu d'enfant que je ne vais pas préciser ici. Autre surprise, c'est que le site qui se trouve au sommet de la page est le site du Journal des femmes, qui est un journal français, qui est en fait le Femme d'aujourd'hui de chez nous, mais plutôt glamour. Alors suit en second lieu Amélie Santé, qui est le site d'information de l'assurance maladie française, un site très honnête, mais la dernière mise à jour ici date d'il y a 3 ans. Alors il y a Canal Vie, qui est le site web canadien, un site de télévision. Il y a e-santé.fr, un magazine santé grand public français, assez commercial. Allo Docteur est basé sur une émission de télévision française, la TV5. Alors il y a Doctissimo, qui est fort prisé, qui insiste surtout sur la forme et la santé, très populaire. Bien, un autre sujet relativement intéressant, c'est par exemple quand vous avez un petit mal d'épaule. Et là encore, il y a 712 000 pages qui citent le mal d'épaule sur le web. Alors, on tombe d'abord au-dessus sur 2 sites, passeportsanté.net, qui est un site très général, qui parle surtout de bien vieillir, de maigrir sans régime, etc. En troisième lieu, on a rhumato.info, qui est un site pour des professionnels, des spécialistes en rhumatologie, des médecins internistes, des médecins généralistes, vraiment un site très professionnel. Après, on a rhumatopratique.com, pas très spécifique, pas très poussé, topsanté.com, qui est un magasin qui se trouve dans toutes les boutiques, qui vante une peau de santé parfaite grâce aux huiles essentielles. Chiropraticien.com est un site canadien de médecine alternative. Le Figaro est un quotidien. Alors il y a pcnphysio.com, qui est un site canadien qui est spécifique pour les kinésithérapeutes qui s'intéressent à la médecine du sport. Maintenant, allons de manière un peu plus loin et plus spécifique, et nous allons demander par exemple des informations sur l'anémie. Là, c'est plus pointu, et on a 1 850 000 données dans différentes pages, ceci en français, mais en anglais, on a 35 500 000 pages, tout cela en une vitesse record de moins d'1 seconde. Et là encore, nous tombons en premier lieu sur le journal des femmes, suivi du Wikipédia, heureusement. Par après, on tombe sur Passeport Santé, dont nous avons déjà parlé. On retrouve Amélie Santé, on retrouve Doctissimo, et quand même finalement mongénéraliste.be, qui est le site web de la Société scientifique de médecine générale. Donc pour un navigateur non averti, la probabilité de tomber sur un site parfait
est faible. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle les symptom checkers, c'est-à-dire les analyseurs de symptômes. Il y a, pour votre bonne information, 1020 symptômes critiques, ce qui est beaucoup. Nous allons prendre maintenant différents analyseurs symptômes en français, mais cette liste n'est pas exhaustive. Il y a SymptoCheck et docteur, Doc4U, auto-diagnostic et-docteur, docteur-click, Remédéo, symptômes.info et-santé.fr. Nous allons prendre maintenant un exemple. Nous allons accéder à Docteur Click et on va reprendre l'exemple de mon épistaxis occasionnel. D'abord, vous voyez en sommet de page le code HON dont nous reparlerons. Après, nous retrouvons de manière étonnante de la réclame pour la mutualité socialiste du Brabant qui vise, ce qui est bien, l'accès à la santé pour tous. Suivent alors différentes possibilités d'accès à Internet pour la santé au quotidien, la santé de la femme, et parmi tous ces points, il y a l'analyse de symptômes. Et bien sûr, nous sommes avertis, nous comprenons que les résultats et conseils fournis par le logiciel ne remplacent pas une consultation médicale et ne constituent pas un diagnostic. Nous rentrons donc notre saignement de nez et on nous demande de choisir parmi d'autres fréquents ci-dessous, symptômes fréquents ci-dessous, angoisse, diarrhée, difficulté pour respirer, douleur de thorax, douleur dans le dos, fatigue, fièvre, frisson. Bien sûr, ça nous intéresse relativement peu quand on a un petit saignement de nez de temps à autre. Nous allons donc vers la page suivante. Là, nous retrouvons de la réclame pour la mutualité socialiste du Brabant. On demande l'âge, le genre, et on nous demande si éventuellement nous avons peut-être également des saignements des gencives, du sang dans la bouche, des hématomes, des urines rouges, du sang rouge dans les selles, ça c'est très bien, ou bien qu'il faut encore choisir parmi d'autres symptômes fréquents mais que nous n'avons pas. Donc nous continuons. La page suivante. On voit d'abord qu'il y a 4 repas qui peuvent nuire au foie. Et là, je me suis intéressé à ces 4 régimes qui sont nocifs. Et là, j'ai retrouvé le sirop de maïs parce qu'il contient du fructose, le yaourt parce qu'il contient des moisissures, le concombre parce qu'il y a des pesticides, et le vin. Et alors, on fait des grandes explications sur les nuisances et on conseille des pilules qui s'appellent Clean Body Detox, qui contiennent de l'endive, du pissenlit, de l'artichaut, de l'ortie, du bardanodu, du chardon-marie et d'autres. Ça coûte à peu près 60 € par mois. On ne dit pas quand il faut arrêter. Ensuite, alors il y a des demandes sur d'autres symptômes. Il n'y a pas de douleur dans le nez, je n'ai pas de nausée ni de vomissement, je n'ai pas le nez bouché, pas le nez dévié, je n'ai pas de plaie. Le saignement ne persiste pas après 15 minutes de compression bidigitale. Je n'ai pas de toux, il n'y a pas eu de traumatisme et je ne prends pas de traitement anticoagulant. On continue. Et alors là, on nous demande dans quelle mesure on prend un médicament avec cet effet secondaire. Eh bien, c'est non.
Et entre-temps, vous voyez que madame qui prend du Clean Body Detox va beaucoup mieux. On passe de Maggie à Laurette. Alors, on continue l'interrogatoire. Il n'y a pas de diarrhée. Bien sûr, je suis un peu fatigué. Pas de fièvre, pas de frisson, pas de mal de tête, pas de problème de peau, pas de problème de sudation, pas de trouble du sommeil. Je n'ai pas voyagé récemment à l'étranger. Et alors c'est vrai, je ne suis pas en vaccination contre la typhoïde à ce jour. C'est vrai que l'efficacité de cette vaccination n'est que de 3 ans. Je ferai de mon mieux. Et alors là, tout au bout, on trouve je ne sais pas pourquoi, des offres de vente de tente réception. Je n'en ai pas les moyens financiers. On poursuit et on demande dans quelle mesure ce saignement de nez dure depuis plus d'une semaine. Oui, ça dure depuis plus d'une semaine et c'est plus d'une fois par mois, en effet. Continuons. Alors là, on nous avertit. Les résultats et les conseils qui vont être fournis ne peuvent en aucun cas remplacer une consultation médicale et ne constituent pas un diagnostic. Bien, on accepte. Et voilà, après le suspense, on nous dit il faut une consultation médicale ce jour, parce qu'il y a une possibilité de trouble de la coagulation du sang. Ceci est bien sûr assez impressionnant, puisque si on va regarder trouble de la coagulation, on tombe sur des possibilités de leucémie, d'hémophilie. Et alors il faut quand même dire aussi que cet interrogatoire médical a été mal conduit. On ne parle pas de l'intensité des saignements, de la quantité du saignement de nez. On ne parle pas de la possibilité de saignement unilatéral ou bilatéral. On n'a pas parlé de la possibilité d'avoir une tache de Kisselbach qui correspond à un petit endroit où les vaisseaux du nez sont plus fragiles. On ne parle pas de la télangiectasie héréditaire qui peut se manifester à un âge plus avancé. La compression bidigitale de 15 minutes, c'est beaucoup trop long parce qu'au bout de 7 à 8 minutes, un saignement de nez bien comprimé peut suffire largement pour arrêter ce saignement. Alors, on en arrive alors au second exemple que j'avais cité, qui était la légère douleur à l'épaule. Et alors là, on a sélectionné un autre analyseur de symptômes, Doc4U. Et voilà, j'ai un petit peu mal à l'épaule. J'ai un peu de difficulté à mettre ma casquette, à mettre mon manteau. Ces douleurs irradient à la face externe de la partie supérieure du bras, sont plutôt volontiers nocturnes, sont associées à un peu de perte de force. La motilité active est un peu diminuée. Par contre, la motilité passive, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre mobilise mon bras, ça va relativement mieux. Bon, alors voilà. Doc4U maintenant est une start-up avec un médecin généraliste urgentiste qui s'intéresse aux algorithmes, c'est le docteur Jean-Marie Castellucci. Il n'y a pas de réclame particulière, mais il mentionne quand même que son app est disponible sur votre téléphone intelligent. Donc nous avons une douleur sans traumatisme. On se demande s'il y a de la fièvre. Non, il n'y a pas de fièvre. La douleur de l'épaule est-elle lancinante et a-t-elle tendance à vous réveiller la nuit? Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas lancinante. Et oui, c'est vrai qu'elle a peut-être tendance à plutôt réveiller la nuit.
Alors je ne sais pas ce que je dois répondre, oui ou non. Bon, finalement, j'ai répondu oui, puisqu'il y a cette petite tendance à réveiller la nuit, mais elle n'est pas lancinante. Autre question, est-ce que l'épaule est complètement enraidie, quasiment bloquée? Non, elle n'est pas enraidie à ce point-là. Est-ce que ça fait mal lorsque quelqu'un d'autre vous soulève le bras? Non. La douleur est-elle reproduite lorsque vous bougez le bras? Oui. Avez-vous tendance à vous luxer l'épaule facilement? Je vois très bien, je vois pas ce que ça vient faire dans le problème, mais non. L'amplitude des mouvements à votre épaule était moins importante? Oui. Avez-vous l'impression que votre épaule peut se déboîter lors de certains mouvements? Non. Avez-vous moins de force quand vous utilisez votre bras? Oui. Votre épaule fait-elle fait-elle mal aussi bien quand vous bougez que lorsque quelqu'un d'autre vous mobilise le bras? Là, c'est non. Avez-vous des craquements dans l'épaule? Non. Des petits blocages lors de certains mouvements? Non. Et alors finalement, on répond aucune maladie trouvée. Vous êtes à un stade précoce dans l'évolution de la maladie et tous les symptômes ne sont pas encore apparus. Donc manifestement ici, l'interrogatoire est incomplet. D'une part, d'autre part, il y a des questions difficiles à répondre, mais la symptomatologie pour les médecins ici dans l'Assemblée est assez évidente. Il s'agit d'une périarthrite scapulo-humérale, au stade, bien sûr, débutant. Maintenant, il y a des études sérieuses qui ont été faites sur la valeur de ces analyseurs de symptômes. Et je cite ici un article du British Medical Journal, article qui a été réalisé par des auteurs qui travaillent à la Harvard Medical School à Boston, donc c'est du sérieux. Ils ont analysé 23 analyseurs de symptômes, 23 symptom checkers. Ils leur ont soumis 45 vignettes, donc 45 histoires de patients standardisées, et ces 45 histoires ont été subdivisées en 3 catégories selon l'urgence. D'abord, les urgences importantes, comme par exemple l'embolie pulmonaire. D'autre part, des urgences relatives qui peuvent être éventuellement reçues, de patients qui peuvent être reçus dans la journée ou bien le lendemain, et finalement de petites maladies qui ne nécessitent pas d'attention médicale, comme par exemple un rhume. D'abord, pour ce qui est du diagnostic correct, vous voyez que les analyseurs de symptômes n'ont donné le diagnostic correct que dans 34% des cas. Pour ce qui est du tri, le tri est important pour orienter les personnes soit rapidement chez le médecin, soit pour rester à la maison. Eh bien, le tri moyen correct n'était que de 57%. Maintenant, le tri, comme on l'a dit, est important pour orienter les patients soit vers un service d'urgence rapidement, ou bien chez un médecin, ou bien pour dire non, restez à la maison. Et vous voyez que pour des situations urgentes, les analyseurs du tri n'ont donné la réponse correcte que dans 80% des cas. Ce qui veut dire que 20% des personnes qui consultent un analyseur de symptômes et chez qui la situation est urgente, eh bien 20% ne seront pas dirigés vers un service d'urgence ou bien vers un médecin. Alternativement, rester à la maison n'a été conseillé que chez un tiers des patients. Dans 2 tiers, chez les 2 tiers autres, il a été conseillé d'aller encombrer la salle d'attente du généraliste ou un service d'urgence.
Donc ces analyseurs de symptômes se caractérisent par la crainte de l'erreur. Maintenant, est-ce que les médecins font mieux que les analyseurs de symptômes? Là, un autre set de vignettes a été évalué et vous voyez que, là encore, les analyseurs de symptômes ont donné une réponse correcte que dans 35% des cas, alors que les médecins donnent la réponse correcte dans 75% des cas. Mais vous noterez que les médecins étaient dans l'erreur, nous en reparlerons dans l'exposé, dans 25% des cas, ce qui n'est pas négligeable. Mais si on compare maintenant sur ce set de vignettes, les tri, la capacité de tri des patients, des analyseurs de symptômes versus médecins, vous voyez que tant pour des situations aiguës que pour des gravités moyennes, que pour des maladies peu graves, les médecins ont systématiquement un meilleur taux de réponse correcte que les analyseurs de symptômes. Il faut dire maintenant que les vignettes ne reflètent pas la complexité de la vie réelle. Ces vignettes sont basées sur des données qui ne comprennent pas l'examen clinique, ni les examens de laboratoire, ni encore de l'imagerie médicale. Donc, les situations sont plus complexes qu'on le veuille. Et voici une image qui sort du Dr Facebook, qui montre 40 possibilités devant des douleurs abdominales. Donc un analyseur de symptômes sans examen clinique, avec une anamnèse limite, pas de labo, pas d'imagerie médicale. C'est compréhensible qu'il est difficile à donner toujours un diagnostic correct. Mais il y a des avantages aux analyseurs de symptômes. Ces avantages sont que, d'une part, c'est accessible immédiatement, ça pourrait être parfois de bons conseils et rassurants. Le coût est nul ou négligeable et, c'est vrai, la confidentialité est habituellement respectée. Mais il y a bien sûr des défis et ces défis sont d'abord qu'on ne connaît pas l'impact de l'utilisation des renseignements ni des suivis. Et je vous ai cité l'exemple des maladies aiguës. Dans 20% des cas, on ne conseille pas de consulter immédiatement le médecin ni d'aller aux urgences. Que sont devenues ces personnes? On ne sait pas. Alors, il y a aussi le problème de l'absence de relations personnelles. Un interrogatoire personnel est quelque chose qui reste indiscutablement utile et souvent d'ailleurs en fin de consultation il y a la question: est-ce qu'il y a éventuellement autre chose qui vous pose des problèmes, qui vous donne des soucis? Eh bien là il y a souvent alors des réponses inattendues et on se retrouve sur une piste différente. Alors il y a aussi l'absence de focalisation sur un symptôme principal. Par exemple, il y a des maladies qui se caractérisent par de la fièvre, par des maux de tête et des vomissements à la fois. Si on entre dans le programme informatique qu'un seul de ces trois symptômes, on aura probablement aussi des résultats fort différents. Alors il y a aussi le fait que la description des symptômes est fort variable d'une personne à l'autre. Et alors aussi, il y a le fait que ces logiciels offrent parfois une longue liste de diagnostics
possible, ce qui peut fort perturber l'internaute moyen. Il faudrait donc, nous en sommes maintenant en fait à une première génération de ces analyseurs de symptômes. Il y a nécessité d'avoir des outils qui sont plus performants et qui intègrent l'examen clinique, la situation environnementale, des examens de laboratoire et de l'imagerie médicale éventuellement. Mais il est un fait que ce type d'analyseur de symptômes a de plus en plus de succès et il y a même la télévision qui risque de s'en mêler, comme par exemple en Norvège où il y a un programme qui met... With the internet, everyone can diagnose themselves. Sjögrens syndrome? What the hell? But can they compete against experienced doctors? Our cast of 3 doctors all have extensive medical training. They are challenged by teams of ordinary people armed with laptops. Across 3 rounds, they meet real patients whom already have a diagnosis. Our teams compete against each other to guess the correct diagnosis. Det var tydelig at kroppen ikke var helt sånn som den skulle være. In the first round, they can ask questions and get hints. Gikk du i badedrakten din hele tiden? Ja. En badedrakt? Vil du se på? Og våt? In the second round, the clues get bigger. De tøffeste bruker hansker. Ok da. Så det er bare å kjenne det. Jeg elsker det. Det er å anbefale å smake på det. Mentolluktende, gjennomsiktig, seigt slim. And in the final round, we have speed diagnosis. Against the clock, they compete to match 10 patients to the correct illness. Dere har 3 minutter fra nå. Første pasient. Bronkitt er helt riktig. Neste pasient. Crohns sykdom er helt riktig. Laktoseintoleranse er helt riktig. Det er den dine står om, men ja, du får svare. Nå må dere svare. Borreliose er riktig. Viewers at home can do the online test to see how they would fare as a doctor. But in the studio, it's result time. Who did the best? The doctors or the internet? Det er noe som heter Sjögrens syndrom. Vi endte på diabetes mellom 1. Ja. Martine, hva feiler det deg? Jeg har Sjögrens syndrom. Du har Sjögrens. Donc, c'est spectaculaire, peu professionnel. Ça risque d'arriver sur nos télévisions, mais j'espère quand même que Cyril Hanouna et RTL ne s'en emparent pas. Nous arrivons maintenant alors à un autre phénomène qui sont les wikis. Donc, c'est des sites ouverts à des contributions externes. Wiki en hawaïen veut dire simple et informel. Ça peut aussi être considéré comme un acronyme. What I Know Is, W-I-K-I, Wiki. What I Know Is. Si maintenant on compare les différents sites web qui concernent la santé et en considérant le nombre de visites, Wikipédia passe en tête avant le site du NIH, National Institutes of Health, avant WebMD dont nous avons déjà parlé, avant le site de la Mayo Clinic, qui est une institution médicale renommée aux États-Unis, à Rochester, avant le NHS, National Health Service, au Royaume-Uni, avant le site de l'OMS, et encore avant UpToDate, qui est une encyclopédie médicale professionnelle, excellente, payante. Ça coûte à peu près $500 par an. Maintenant, si on recherche par un mot-clé médical sur Google, l'incidence cumulative des sites sélectionnés est classée parmi les 5 premiers,
là encore, nous voyons que Wikipédia en anglais est le plus fréquemment consulté, suivi par Medline Plus, qui est un portail médical adapté au grand public, qui est un site qui est en fait sous l'emprise du NIH, National Institutes of Health, avec son PubMed, suivi par après Medscape, donc cette encyclopédie médicale qui dépend de WebMD, suivi de la Mayo Clinic, et alors de medicinenet.com, qui est un site qui est sous l'égide de WebMD, mais un site relativement ce qu'on appelle bling bling. Donc on est comme vainqueur devant Wikipédia. Wikipédia a été fondée en 2001 par Ginny Wales qui a reçu un doctorat honoris causa à l'UCL en 2016. Wikipédia a plus de 12 millions d'articles. Et ces 12 millions d'articles ont été rédigés par plus ou moins 127 000 éditeurs anonymes. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a que 0,1% des éditeurs qui ont contribué à la moitié de ce qui est écrit dans Wikipédia. La plupart des articles sont en anglais, il y a plus ou moins 6 millions d'articles en anglais. Le nombre d'articles en français est de 1,5 million. Donc ce contenu en plus n'est pas écrit exclusivement par des experts. Et les contributeurs ont des pseudonymes, donc il n'y a jamais de nom spécifique, de nom cité. Ce qui est une critique, parce que souvent le consensus l'emporte sur la crédibilité pour ce qui est de l'édition. Mais il faut des références à tout ce qui est écrit, et il faut aussi veiller à ce que la lecture soit relativement facile. Le problème, c'est qu'il y a un risque de manipulation pour la médecine des firmes pharmaceutiques qui vont vous donner des informations fallacieuses. Mais là encore, quand il y a des informations fallacieuses, il faut savoir que 42% des données fallacieuses qui sont introduites sont habituellement réparées après une seule lecture, mais alternativement, il y a 11% des erreurs qui sont encore toujours présentes après 100 vues. Donc, il y a un souci de crédibilité et de précision. Alors, il faut quand même dire aussi qu'il y a une certaine surveillance. Par exemple, moi personnellement, j'introduis souvent des données, bien sûr de manière anonyme, sous mon pseudonyme, dans Wikipédia, et chaque fois, les données que je rentre sont contrôlées par un autre éditeur qui est plus enthousiaste que moi pour ce qui est des corrections et des éditions dans Wikipédia. Habituellement, d'ailleurs, mes données sont tout à fait bien acceptées et ne subissent pas de correction. Donc, il y a, même si c'est ouvert, il y a une correction régulière de ce qui est entré dans Wikipédia. Le phénomène a donc du succès, mais il y a un petit biais fondamental. C'est vrai que les articles sont parfois de qualité inégale, mais alternativement, c'est rapide mis à jour. Alors il y a aussi Medical Wikipédia, qui est une app offline, une espèce de petite encyclopédie médicale, un Open Textbook of Medicine, mais ce n'est pas très poussé, il faut bien le dire. Donc Wikipédia, encyclopédie ouverte, et c'est vrai que nous avons rêvé, nous rêvons toujours à cette encyclopédie. On peut être un peu utopique et imaginer un monde dans lequel chaque personne
de la planète partage la somme de tout ce que l'humanité connaît. Et ça, c'est un petit peu le but de Wikipédia. Louable, peut-être un peu utopique, c'est pour rien en plus, et dans le langage de son choix. En effet, il y a beaucoup de versions de Wikipédia, mais quand on compare les différentes langues, la version anglaise de Wikipédia reçoit 6 fois plus de visites de pages que son poursuivant immédiat qui est le japonais. Il y a, pour ce qui concerne le français, 10 fois plus de visites de pages anglaises que de visites de pages francophones. Alternativement, il y a aussi des petits pays, relativement petits pays, comme par exemple la Tchéquie, où la version est fort visitée par les Tchèques, ce qui montre que les Tchèques, par exemple, sont fort enthousiastes pour établir leur propre encyclopédie ouverte. Maintenant, la santé dans Wikipédia est relativement peu représentée. Sont le plus représentés la culture et les arts, les biographies, la géographie, les sciences sociales, l'histoire et les sciences exactes, y compris la santé, ne représentent qu'environ 16%. Pour ce qui est spécifiquement la santé, eh bien, il n'y a que 2% de Wikipédia qui s'y rapportent. Maintenant, quelle est la valeur de Wikipédia au point de vue médical? Là, il y a une comparaison qui a été faite entre des articles de Wikipédia avec des articles spécifiques du NCI dans ce qu'on appelle le PDQ, ce qui est la Physician Data Query, qui est en fait une base de données du National Cancer Institute avec des informations pour les patients. Et on a comparé des articles similaires dans Wikipédia et dans le PDQ, donc le Physician Data Query. Et quand on parle de précision, eh bien la précision dans Wikipédia médical était similaire à la précision dans le site du NCI. Pour la précision, donc, c'est bon. Maintenant, on en arrive à la lisibilité. Quand on parle de lisibilité, ça veut dire la façon dont on peut être compris. Et là, il y a des gradations. Et la gradation qui est utilisée est celle de Flesch-Kincaid. Cette gradation se base sur la longueur des phrases et le nombre de syllabes au sein des mots. Et cette gradation va de 6 à 18. Plus la gradation est faible, plus elle est accessible, plus la gradation est élevée, plus la lisibilité est difficile, et plus il faut une littératie donc plus importante. Et vous voyez que la lisibilité de Wikipédia est moins bonne que celle du PDQ, donc de Physician Data Query, ce qui veut dire qu'il faut améliorer la lisibilité dans Wikipédia. Pour votre information, la littératie moyenne en Belgique se situe à 12. Donc, il y a du travail à faire pour améliorer la lisibilité du Wikipédia. En gros, nous croyons que Wikipédia
est une bonne introduction générale et que si on veut aller dans des aspects plus pointus, là il faut se fier aux références qui habituellement devraient être bonnes dans Wikipédia. Bon, maintenant, on a parlé de Wikipédia. Il y a d'autres sites, des bons sites, des sites scientifiques auxquels on peut avoir accès. Il y a par exemple Medipédia, qui est entre autres entretenu par des milieux académiques belges, mais pas uniquement. C'est ici un site dont la première page est assez chargée. Il y a au-dessus de la réclame pour New Pharma, votre pharmacie en ligne, avec 30 000 produits, beauté, minceur, bien-être, santé. Alors on tombe dans maladie à la une, où on passe du cancer du sein jusqu'aux troubles de l'érection. Où avez-vous mal? On tombe sur un sondage sur les crises de migraine. Il y a de la réclame pour de l'activité physique, ce qui est très bien, en cas de maladie de Parkinson. On parle sur des maladies de la peau. Bref, une première page surchargée. Ça ne fait pas très sérieux, même si encore il y a le code, le label HON que vous remarquerez en bas de page à droite. Il y a bien sûr d'autres sites très sérieux. Il y a des sites spécialisés qui ont leur origine dans, par exemple, les associations scientifiques. Il y a des sites éducationnels, il y a des sites qui ont leur origine dans des milieux académiques qui sont très sérieux, mais habituellement ces sites web n'ont pas la popularité suffisante qui permettent d'atteindre un classement élevé dans Google. Parlons maintenant de la qualité. Pour nous, bien sûr, il faut qu'un site web soit complet, compréhensif, qu'il soit fiable, qu'il soit mis à jour régulièrement. Mais il faut dire que la qualité comme telle d'un site web n'est pas un critère pour un utilisateur moyen. Habituellement, l'aspect superficiel prime sur le contenu. Il y a d'ailleurs très peu d'utilisateurs qui se souviennent du site web qu'ils ont visité. La confidentialité et la protection de la vie privée n'intéressent pas l'utilisateur. C'est donc un piège possible, surtout pour les moins informés. Il y avait donc nécessité d'un code de conduite, de balises qui soient acceptées par tous les administrateurs d'un site web, donc par tous les webmasters. Et là, il y a ce qu'on appelle des codes. D'abord le code HON, Health on the Net, qui comprend 8 critères, et au Royaume-Uni, le Discern, qui comprend 16 critères et qui est relativement compliqué. Nous allons donc maintenant vers le code HON, Health on the Net. Vous voyez l'arrobase avec le caducé. Petite vidéo.
site administratif du HON se trouve à Genève. Alors, on poursuit avec ces 8 critères. Searching for health information online. With billions of websites present nowadays, one of the most crucial elements whenever we search online is health and medical information. Perhaps one of the most vital skills we should have as we do this is to think critically about the things we find online. This short video aims to help you show 8 questions you can ask about a website as you go on your quest to gather health and medical information on the World Wide Web. The site should indicate the qualifications of the authors. The information provided on the website should be designed to support and not replace the relationship that exists between a patient or site visitor and his or her existing physician. The site should respect the privacy and confidentiality of personal data submitted to the site by the visitor. The website should cite the sources of published information, date and medical and health pages. The website must back up claims relating to benefits and performance. The website should have accessible presentation and accurate email contacts. The website should identify its funding sources. The website should clearly distinguish advertising from editorial content. These 8 questions should enable you to search for quality information with ease, making you identify if a site respects elementary ethical and quality standards. Donc, il y avait en 2010 7400 sites HON certifiés. Cette certification est revue annuellement. C'est surtout l'éthique qui est concernée. Il n'y a pas nécessairement la qualité qui joue et beaucoup de sites ne sont pas nécessairement conformes avec les 8 critères qui ont été demandés. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe en dehors des certifications ON. Il y a eu des travaux aux États-Unis et au Royaume-Uni pour évaluer la qualité des sites web. D'abord, ici, un travail qui a été effectué aux États-Unis par le ODPHP, qui est l'Office of Disease Prevention and Health Promotion, qui a évalué 100 sites web qui étaient en relation avec la santé. Et vous voyez en ordonnée le pourcentage des sites web qui étaient en concordance avec des critères de fiabilité, et ces critères de fiabilité étaient d'abord le nom de la personne responsable pour le site web, l'information sur la mission de ce site web, la précision du contenu, la protection de la vie privée des intervenants et la date de la dernière mise à jour. Et vous voyez que la mise à jour laisse à désirer. Il n'y avait que 4% des sites web qui étaient mis à jour comme il le faut. Le contenu laissait à désirer également. Il n'y avait que 15% du contenu de ce site. Il n'y avait que 15% de sites qui avaient un contenu valable. Donc au total, en fait, 58 des 100 sites web ont rencontré 3
ou plus des 6 critères de fiabilité. Donc, globalement parlant, cette fiabilité aux États-Unis était relativement médiocre. Maintenant, au Royaume-Uni, on a évalué 500 sites qui concernaient la santé infantile et on a posé 5 questions courantes sur la pédiatrie. La relation entre autisme et vaccination à la rougeole, aux oreillons et à la rubéole, sur le fait si on pouvait allaiter en étant HIV positif ou non, sur la possibilité de l'allaitement en cas de mastite, sur la position durant le sommeil d'un enfant et sur les dangers qui étaient liés à des vomissements de couleur verdâtre. Et nous notons ici en vert s'il n'y avait pas de problème au point de vue exactitude dans ces sites, en rouge s'il y avait des inexactitudes. Et vous voyez que les sites gouvernementaux, habituellement, étaient parfaits au point de vue contenu. Et le contenu était également tout à fait acceptable dans les sites académiques et éducationnels, dans les sites de groupes d'intérêt comme les groupes de patients, dans les entreprises, des sites individuels étaient bons aussi. Pour ce qui est des sites de la presse, les résultats sont mitigés, avec la moitié des sites qui contenaient des données inexactes et tous les sites qui étaient sponsorisés, donc financés par des entreprises, eh bien tous ces sites contenaient des inexactitudes. Donc la fiabilité des sites médicaux laisse encore beaucoup à désirer. Il y a toutefois des points positifs pour des sites gouvernementaux et académiques et scientifiques, et les sites d'associations de patients d'habitude sont de bonne qualité également. Bon, maintenant, on a parlé de la précision de diagnostic. On avait aussi analysé la précision des analyseurs de symptômes et aussi des médecins. Et nous allons voir maintenant ce qui en est de manière un peu plus spécifique de la précision des diagnostics des médecins. Maintenant, d'abord, il faut relativiser quand on parle d'erreurs de diagnostic médical. Il y a par exemple des erreurs dites médicales qui sont sans suite. Quand vous avez mal de tête, ça peut être une sinusite, ça peut être un excès de café, et il n'y aura habituellement pas de grosses conséquences. Il faut néanmoins dire que des enquêtes avec des vignettes patients standardisées ont montré du côté médical à peu près 13% d'erreurs. Et il est bien connu aussi que les autopsies montrent un taux d'erreur qui est de 10 à 20%. Mais cette fréquence d'erreur date d'avant les imageries performantes qu'on a à l'heure actuelle. Il est vrai aussi que la médecine de première ligne, donc de la médecine de consultation, est plus difficile quant à la précision de diagnostic que la médecine en hospitalisation. En hospitalisation, on est à plusieurs, on est surveillé, et il est un fait aussi que la radiologie et l'anapathe, par exemple, ont moins de probabilité d'erreur que la médecine en première ligne ou bien aussi la médecine en urgence. Pour être plus précis, voyons maintenant ce qui en est au point de vue cause de décès en médecine ambulatoire, ceci dans un contexte médico-légal. Et là, vous voyez que la cause
la plus fréquente d'erreurs, donc dans un contexte médico-légal, est les erreurs de diagnostic. C'est suivi par des actes malheureux en chirurgie, ou bien par la perfusion paraveineuse d'un médicament, par exemple. Suite alors, le manque de supervision, avec des problèmes de supervision du personnel paramédical, ou bien de stagiaires, ou bien de médecins en formation. Et alors, on a de manière un peu moins fréquente des complications liées à un traitement, ou bien des erreurs de médicaments. Maintenant, les médecins peuvent se tromper, mais il y a des raisons qu'il faut citer. Il y a les présentations atypiques de maladies. Il y a pas deux maladies qui sont les mêmes, il n'y a pas deux patients qui sont les mêmes. Il y a des maladies où il n'y a pas de symptômes. On peut par exemple être porteur d'un anévrisme de l'aorte sans qu'on s'en rende compte. Le système peut être défaillant, et par système défaillant, on comprend des résultats de laboratoire ou autres qui arrivent en retard ou bien qui n'arrivent pas. En fait, il n'y a que 5% des erreurs médicales qui sont liées à de l'ignorance. Le plus souvent, les problèmes d'erreur de diagnostic sont celui d'un fonctionnement cognitif différent. Il y a différentes façons de raisonner. Il y a d'abord le raisonnement intuitif. Intuitif veut dire le raisonnement qui suit une première impression. Par exemple, on voit la tête toute rouge d'une personne, on se dit, eh bien, ça doit être quelqu'un qui a une polyglobulie. On parle à ce moment-là d'un diagnostic rapide, intuitif, et c'est vrai que souvent ce diagnostic est correct, surtout si on a un peu d'expérience, mais souvent ce diagnostic est trop rapide et il faut plutôt avoir ce qu'on appelle un raisonnement analytique qui prend plus de temps, qui est plus précis et qui est d'habitude plus présent quand on est en présence de plusieurs médecins à la fois devant un problème. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les biais. D'abord, il y a le biais de contexte. Par exemple, en cas d'épidémie grippale, quelqu'un qui a de la fièvre, eh bien là, on est devant un biais de contexte, on pense plutôt à la grippe qu'à autre chose. Il y a le biais de fermeture dite précoce, c'est-à-dire qu'après avoir évoqué un certain nombre de diagnostics, on arrête, on ne fait pas d'investigation supplémentaire. Il y a un manque de synthèse suffisante des données aussi, et on arrête toute procédure de pensée de manière trop précoce. Alors, il y a le biais affectif. Indiscutablement, si vous vous trouvez devant, par exemple, une jeune mère avec une possibilité de diagnostic qui est négatif, qui est mauvais, là, ça nous affecte et on espère bien sûr que ce ne soit pas ce diagnostic-là qui soit le bon. Et finalement, important, c'est pas uniquement vrai pour la profession médicale, il y a l'excès de confiance en soi. Là, il faut dire que 94% des académiques se voient eux-mêmes dans la moitié meilleure de la profession. Il y a seulement 1% des automobilistes qui évaluent sa capacité en dessous de la moyenne. Donc là, il y a ce problème d'excès de confiance en soi dont il faut tenir compte. Et finalement, oui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut peut-être avoir un meilleur enseignement postgradué, avoir aussi plus de discussions collégiales sur les problèmes médicaux. Il y a aussi le fait qu'il faut évoquer davantage de diagnostics différentiels et surtout évoquer en soi, devant des problèmes, les diagnostics qui n'est pas permis de louper. On en arrive maintenant
aux aspects néfastes de l'Internet. Et parmi ces effets néfastes, oui, d'abord, il faut considérer les premières réactions relativement négatives et corporatistes des médecins. En deuxième lieu, il y a la désinformation qui peut être propagée par Internet. Et finalement, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle actuellement la cyberchondrie. D'abord, situons-nous au début de l'accès à l'Internet en ce qui concerne la santé. Et là, il y avait du côté médical une certaine appréhension avec l'apparition des patients qui arrivaient chez les médecins avec des données qu'ils avaient glanées sur Internet et qui n'étaient pas nécessairement en concordance avec les aspects que préconisaient les médecins à ce moment-là. Et il y a une étude qui avait été effectuée aux États-Unis auprès de 1000 médecins vers le début des années 2000, où 58% de ces médecins avaient rencontré des patients qui étaient informés via Internet. Et ces médecins avaient estimé à ce moment-là que dans 38% des cas, les consultations étaient moins efficaces du fait de discussions sur des informations inappropriées apportées par leurs patients, et ils avaient aussi l'impression souvent qu'ils étaient mis en défi par les patients. Alors, ils estimaient qu'il y avait un risque de détérioration de la relation médecin-patient avec en corollaire une éventuelle moindre qualité des soins. Maintenant, une dizaine d'années plus tard, la situation a fort changé. On a fait une enquête auprès de patients qui avaient été chez leur médecin avec des données médicales glanées sur Internet. Et ces patients alors ont évalué que le médecin était satisfait de cet apport via Internet dans 35% des cas. Dans 51% des cas, les patients avaient évalué que leur médecin avait une attitude neutre. La réaction du médecin était ininterprétable dans 7% des cas. Et chez 5% des patients interrogés, le médecin était apparu comme irrité. Donc il y a avec le temps une modification de l'attitude des médecins vis-à-vis des patients qui avaient accès à l'Internet. Maintenant, autre point, c'est la désinformation. Et là, pour la désinformation, je vous donne dans un premier temps un événement relativement exemplatif. En 1998, un médecin anglais, Andrew Wakefield, publie dans le Lancet un article qui évoque une association entre une maladie inflammatoire de l'intestin avec autisme et, comme par hasard aussi, une vaccination par vaccin rougeole, auréon, rubéole. Cet article provoque un certain émoi. Dans un premier temps, une diminution du taux de vaccination pour ce vaccin. Il évoque aussi un intérêt du CDC, Centers for Disease Control aux États-Unis, qui, après une première évaluation, émet certains doutes qui ont finalement été levés par un article dans Pediatrics en 2004, mais néanmoins les doutes étaient toujours levés, ont été amplifiés par des journalistes médicaux
qui ont essayé de remanipuler les données du CDC. Ces données remanipulées ont toutefois montré qu'il y avait des erreurs statistiques dans les réanalyses. Et finalement, on a montré aussi que le premier article dans le Lancet en 1998 montrait des données frauduleuses. L'article a donc été retiré du Lancet en 2010. Entre-temps, Wakefield a été radié de l'ordre des médecins britanniques. Il vit actuellement au Texas où il donne des conférences et où il est fort actif dans le lobby anti-vaccination. Mais pour l'internaute profane, ce type d'information est dangereux, surtout si l'internaute est mal informé, d'autant plus que les sites qui sont contre la vaccination sont souvent interconnectés, se renforcent donc mutuellement. Maintenant, donc, nous allons montrer une vidéo qui est la bande de lancement. My phone rings, and it's Dr. William Thompson. You and I don't know each other very well. You have a son with autism, and I have great shame now. There's a whistleblower from the CDC who's going to come out and say that the CDC had committed fraud on the MMR study and that they knew that vaccines were actually causing autism. My oldest son, Ian, was walking and running after the vaccine. He was no longer able to do that. So I called the clinic and I said, I think my child's had adverse reaction to those shots. And then came the head bang, the constant banging against anything that he could find. Right now, I'm sitting in a very pretty position in terms of providing you a lot of information. The first thing that Thompson did was to plot a graph. Now, if there's no link between early MMR and autism, those two lines should track together. Now, they do track together until they get to 15 months. And then they separate, and they continue to separate thereafter. And they sliced and diced the data in an effort to get rid of that effect. The relative risk of receiving an autism diagnosis was astronomical. Wow. The CDC had known all along there was this MMR autism risk. In CDC's judgment, the best public policy is to continue vaccination unchanged. You who run our health agencies in this country, you have an obligation to make sure that these studies are complete, thorough, so that we have all the facts. Oh my God, I cannot believe we did what we did. But we did. Omission of crucial data, destruction of documents, misleading the Congress, grievous harm to innocent children. Everything I've been telling my patients for the last 10 years has been based on a lie and a cover-up. Parents should be able to count on federal agencies to tell them the truth. In 1978, the prevalence of autism was about 1 in 15,000 children. If we assume that things are going to continue as they have, we can predict that by 2032, 80% of the boys born will end up on the autism spectrum. Half the children, 80% of the boys. It's a vast number of children who are being diagnosed with autism every day. This is going to be a complete catastrophe if we just let it happen. Donc on joue fort sur l'émotion et on a tenté de faire passer ce film. C'est surtout le lobby contre les vaccinations qui a tenté de faire passer ce film aux communautés européennes. Les communautés européennes ont refusé, mais ce film a été montré en privé à Bruxelles. Bon, on joue donc sur l'émotion. Le lobby anti-vaccin est important et ils ont le soutien de beaucoup de sites web. Troisième problème, c'est l'utilisation excessive
de sites web qui concernent la santé, avec comme conséquence une aggravation d'une anxiété sur la santé. Et cela peut devenir psychiatrique. Et voici encore une petite vidéo intéressante. Europe 1, 6h54, la question santé avec Thomas Soto. Quand le moindre bobo nous affole, quand une petite douleur est forcément le signe d'un cancer, bref, quand on a une peur panique de la maladie, on dit qu'on est hypochondriaque. Jean-François Lemoine, c'est aussi simple que ça la définition de l'hypochondrie? Oui, mais ça va me permettre de vous expliquer les différentes gravités. Comme le dit avec justesse Woody Allen, la vie est une maladie sexuellement transmissible, toujours mortelle. C'est vrai. Donc, chez ceux qui n'ont pas vraiment de soucis matériels, se plaindre de symptômes fantômes est une façon de lutter contre la peur de la mort. Ça peut vous sembler excessif de faire passer la petite douleur dans le côté gauche pour une détresse intellectuelle, Thomas, mais c'est ça. Oui, sauf que, pardon, docteur, mais les petites douleurs, il ne faut pas toujours les prendre à la légère. C'est vous-même qui nous avez dit ici qu'une petite douleur dans la poitrine, ça peut être le signe avant-coureur d'un infarctus, par exemple. Alors, j'ai dit ça, c'est vrai, mais l'hypochondriaque va nous raconter tout simplement Pierre Leloup un peu à l'envers. Plaignez-vous tous les jours et ça arrivera fatalement qu'à un moment, votre plainte quotidienne sans fondement sera réelle. Et ce jour-là, vous allez me sortir la phrase qui me met hors de moi. Tu vois, j'avais raison. Ah oui, je te l'avais dit. Entre cela, il y aura eu, Thomas, des dizaines de prises de sang, consultations de spécialistes, scanners échographiques ou IRM inutiles, et bien gentil la Sécu. Ouais, enfin, objection, docteur, ces examens, on ne peut pas les passer sans une ordonnance. Et les médecins délivrent des ordonnances, non, c'est bien ça, non? Oui, mais là, ils ouvrent juste le parapluie pour écarter leurs responsabilités, s'éviter des agréments judiciaires. Bon, alors j'entends vos arguments sur le problème financier, le coût de tout ça, mais à quel moment ça devient une maladie, l'hypochondrie? Alors, il faut différencier deux situations. La première, c'est ce que j'appelle l'hypochondrie masquante. Masquante parce qu'elle empêche de faire le diagnostic de dépression nerveuse sous-jacente et que ça retarde d'autant le diagnostic et surtout un traitement efficace. Ça concerne beaucoup de monde. Et puis enfin, il y a l'hypochondrie maladie. Là, la peur et l'anxiété finissent par bouleverser le fonctionnement du corps. On n'est pas dans les jolies pages de Molière et son malade imaginaire, mais dans une maladie psychiatrique sérieuse. Et ça concerne du monde, ça? Énormément, 3% de la population. Je vais vous faire le calcul, ça fait 2 millions de personnes. En fait, c'est vrai que c'est un mal assez récent dans son ampleur, je vous l'accorde, mais pas anecdotique, ça c'est sûr. Et aucune catégorie socio-professionnelle n'y échappe aujourd'hui avec la diffusion du savoir. Et justement, vous allez croire que je m'acharne sur vous, mais c'est pas un peu de votre faute, ça, docteur, parce que c'est vous qui tous les matins nous alertez sur un nouveau problème de santé. Donc à un moment, c'est un travail du chapeau. Ça va être de ma faute, mais j'ai l'habitude et surtout, vous savez, j'ai la réponse. C'est vrai que nous sommes dans un monde de surinformation. En particulier sur Internet, on trouve tout sur tout, mais pas dans le bon sens. Alors moi, mon rôle, c'est tout simplement de remettre tout ça dans l'ordre. Et on va pas trahir un secret, Thomas, vous êtes mon meilleur garde-fou contre ma tendance de médecin à parler parfois de façon un peu trop directe de sujets potentiellement générateurs d'anxiété. Et ça se soigne, docteur, l'hypochondrie? Alors, la petite hypochondrie, celle qui nous entoure, Julie, oui, avec du bon sens et un peu de temps, j'en passe beaucoup. Surtout pas avec des médicaments contre l'anxiété qui médicalisent encore un peu trop, un peu plus ce faux problème. C'est vrai qu'en France, on est les champions de ça. La vraie maladie, l'hypochondrie, pour ces 2 millions de personnes, ça c'est une autre histoire et qui malheureusement appartient de plein pied au traitement des psychiatres, ce qui n'est pas facile d'envoyer ces gens-là chez le psychiatre. Et en tout cas, le message, c'est qu'il ne faut pas prendre ça forcément à la légère. Merci beaucoup, Jean-François Lemoine. On vous retrouve dimanche à 13h? Oui. Voilà. Donc, c'était le docteur Jean-François Lemoine, qui est un journaliste médical. Excellent, d'ailleurs. Maintenant, il y a plus d'informations. On a plus facilement accès via le web à des informations sur la santé. Et est-ce que cette information supplémentaire a un impact positif sur la santé personnelle et éventuellement sur le système de santé? Là, il n'y a pas d'énormes quantités de nouveautés publiées sur le sujet et surtout pas beaucoup d'informations bien quantifiées, bien structurées. Il y a quelques données que je vais d'abord aux États-Unis, une étude qui essaye de savoir dans quelle mesure l'accès au site santé du web a une implication dans sa santé. Et vous voyez que il y a plus d'intérêt dans tout ce qui entoure la santé en général
On se sent aussi plus rassuré concernant la santé. On prend les problèmes de santé plus au sérieux et il y a moins de confusion dans tout ce qui entoure le sujet de la santé. Aussi, on suit davantage les avis médicaux. Il y a plus de consultations médicales. On pose plus de questions aux médecins. On prend moins de médicaments. Tout dépend desquels, puisqu'ici on se trouve avec les ostéopathes. Donc on prend peut-être un peu plus de suppléments. On change ses habitudes alimentaires dans le bon sens. On recherche peut-être davantage un second avis ou bien l'avis du spécialiste. Et, point positif, on recherche davantage de vaccination. Alors il y a une autre enquête, une enquête du Pew Research Center. Le Pew Research Center est un think tank américain qui organise des enquêtes sur des sujets démographiques, sur l'évolution, des évolutions sociologiques comme l'évolution des religions et autres. Et dans le cas précis, on a interrogé plus de 3000 patients sur l'impact qu'aurait chez ces patients la consultation Internet sur la santé. Et l'impact de ces consultations sur Internet était mineur chez 44% d'entre eux. Les patients en sont sortis rassurés dans 50% des cas. Il y avait néanmoins un impact majeur sur la décision médicale dans 13% des patients qui avaient consulté Internet à ce sujet, et l'impression de préjudice était relativement peu fréquente. Il n'y avait une impression de préjudice que dans 3% des cas. Voilà pour ce qui est de l'impact sur les patients. Maintenant, on en arrive aux conclusions. D'abord, quels sont les apports? Indiscutablement, les patients sont plus informés et donc ont une meilleure éducation en ce qui concerne la santé. De ce fait, les prises de décision sont mieux partagées avec les médecins et les soignants. Cela permet aussi une meilleure prise en charge de soi, surtout en cas de maladie chronique. Les contacts avec des personnes atteintes d'une affection similaire sont meilleurs, sont facilités. Le support social est meilleur, donc on a un support social en ligne. Et alors, il y a aussi l'absence de stigmatisation. L'Internet n'est pas moralisateur. Ça facilite éventuellement la vie des personnes qui sont dysarthriques ou bien qui sont timides ou bien encore des bégayeurs. Mais tous ces avantages sont en fait difficiles à chiffrer et il n'y a pas encore beaucoup d'études très scientifiques. Maintenant, il y a des défis. D'abord, quel est l'impact réel sur la santé des personnes? Je vous ai donné l'exemple où il y avait 20% des personnes qui avaient consulté un analyseur de symptômes qui devrait être dirigé vers un service d'urgence ou bien vers un médecin, qui n'ont pas suivi apparemment cet avis. Que sont-ils devenus? Que deviennent les renseignements
quel est l'impact des renseignements sur le nombre de visites médicales, sur les coûts que ça pourrait engendrer, tout ça sont des inconnus. Il y a aussi le problème de la désinformation. Il faut dire qu'il y a plus de descriptions de maladies graves sur Internet que de descriptions sur des maladies qui sont peu graves. Alors souvent aussi, il y a une terminologie non professionnelle qui peut être trompeuse et il est un fait que la désinformation guette surtout les personnes les moins éduquées. De ce côté-là, il y a cette division digitale qui vise les populations où l'accès aux soins de santé classiques est plus problématique et nous pensons ici aux jeunes qui n'ont pas accès à l'Internet, donc qui n'ont pas d'éducation valable, et aussi aux personnes âgées qui, par définition, ont plus de problèmes de santé et qui pourraient être éventuellement avantagées davantage s'ils avaient un accès à Internet. Alors il y a les dérives commerciales avec possibilité d'achat en ligne de médicaments et il y a aussi les informations sur Internet qui peuvent être manipulées de manière négative par les firmes. Le biais de confirmation, ça c'est le problème de la persévérance à se fourvoyer dans une fausse voie et nous avons parlé à ce niveau aussi de la cyberchondrie. Finalement, il nous semble important que les prestataires de soins guident davantage et de manière efficace les patients en leur proposant des sites de qualité, sites qui sont soit ceux du gouvernement, soit ceux encore des milieux académiques, sites fiables. Et de cette façon-là, on peut espérer qu'il y ait une meilleure observance des traitements prescrits et également une éventuelle meilleure prise en charge de soi, ce qui finalement devrait être bénéfique à la santé globale. Je vous remercie de votre attention.